السلام عليكم الاخوان والاخوات. صراحه هذا الفيديو ما محتاجش مقدمات لانه فيديو قوي، فيديو مضخم مزيان. ركز معايا مزيان لانه شهاده للتاريخ في نطاق هاد الفيديوهات اللي كنقدموهم، اللي كتكون فيهم شهاده للتاريخ وفيهم امور كتعلق بالمغرب بالجزائر وبفرنسا، باش نزيدو نفهموا هاد العلاقه اللي كاينه بفرنسا والمغرب، وكذلك فرنسا كيفاش كانت كتتحكم في الجزائر. ركز معايا لانه كاين الصحفي المحاور معاه الضيف هو سفير فرنسا السابق، سيد قدام، ولكن كاين واحد الفوا اوف، يعني واحد صوت كيخلي الضيف انه يتفاعل معاه. مثلا في الاول غتسمع الصوت يعني رساله ديال الامير عبد القادر للملك فرنسا، التحليل ديالها غيتفاعل معها الضيف، وكذلك الصوت ديال الخطاب ديال دوغول للشعب الجزائري. يعني هادشي غيشوف الضيف شنو غيقول عليهم، وبحال غيهضر على علاقه الامير عبد القادر دوغول، الامور اللي فهمها دوغول وماكرون ما فهمهاش. يعني واحد الفيديو قوي وقوي جدا، ويعني بعض الافكار خطيره، صراحه خطيره جدا كتفضح المستور. مثلا من قبيل المثال، نعطيك مثال وخليك تشوف الفيديو. هو ان السفير ما كانش كيعتبر راسو غير سفير فقط، لان السفير كيتعامل غير الامور الدبلوماسيه، ولكن كيعتبر نفسه انه كان كيسير السياسه الفرنسيه في الجزائر، ماشي كيخدم السياسه الفرنسيه في الجزائر، بان الجزائر هي مقاطعه فرنسيه. وان ماكرون لحد الدرجه ان في واحد هو كيشهد انه في واحد اللقاء مع هذوك الجنرالات الكابرانات جبد لهم خريطه ويقول لهم خاصكم تدخلوا من هنا وخرجوا من هنايا. يعني كيفاش ان ماكرون جاب هذاك الشيء، وان ماكرون راهن على واحد حصان خاسر. غتسمعوا كل شيء بالتدقيق بطبيعه الحال. مازال عندي واحد جوج اسئله غنجاوبوا عليهم في الاخير. الا كنتي اول مره درنا واحد الاشتراك، دير لنا واحد لايك، وبطبيعه الحال شكرا بزاف للناس اللي كيديروا لايك مثلا الفيديو. نتلاقاو باش نقول لك جوج اسئله مهمين، نشوفك واش فهمتي ولا ما فهمتي والو. خليك تشوف الفيديو. Lettre au roi Louis-Philippe, dictée à Léon Roche par l'émir Abdelkader le 15 avril 1839. Je t'ai déjà écrit 2 fois pour ouvrir ton cœur, tu ne m'as pas répondu. Mes lettres ont été interceptées sans doute car tu es trop bienveillant pour ne pas m'avoir fait connaître tes véritables dispositions. Mais, te dira-t-on, l'émir n'a pas encore rempli les premières conditions que lui a imposé le traité de la Tafna. Oui, sultan de France, tes agents exclusivement militaires ne veulent que combat et conquête. Ce système n'est pas le tien, j'en suis sûr. Tu n'es point venu sur la terre d'Afrique pour en exterminer les habitants, ni les chasser de leur patrie. Tu as voulu leur apporter les bienfaits de la civilisation. Eh bien, les conduites de tes généraux est tellement contraire à ces sentiments que les Arabes sont persuadés que la France a l'intention de les asservir et de les chasser de leur pays. Aussi vois-je grandir chez eux et contre vous une haine qui sera plus forte que ma volonté et mettra un obstacle insurmontable à l'exécution de nos projets mutuels de civilisation. Je te prie, au nom de Dieu qui nous a tous créés, cherche à mieux connaître ce jeune musulman que l'être suprême a placé malgré lui à la tête d'Arabes simples et ignorants. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre donc cette lettre de l'émir Abdelkader. Cela doit vous faire penser à bien des choses, puisque vous avez été ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012 une première fois, puis de 2017 à 2020. On sait que les relations franco-algériennes ne sont pas les plus tranquilles. Quand vous y étiez ambassadeur, c'était le cas, aujourd'hui toujours. Que vous inspire cette lettre? On dirait que tout était déjà dit dans les relations à venir. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison, et l'émir Abdelkader est un parfait exemple de trait d'union entre la France et l'Algérie, parce que on l'a combattu les Français. Il y a eu la conquête de l'Algérie qui s'est faite dans des conditions souvent horribles, mais tout est dans cette lettre. Et l'émir Abdelkader, malgré sa défaite face aux Français, face à Charles X, à Louis-Philippe, a tout au long de sa vie, voulu dépasser cette défaite et voulu être un espèce de rassembleur. Et vous savez peut-être que Napoléon III, qui avait aussi une vision très, très forte de l'Algérie et de ce que ne devait pas être l'Algérie à l'avenir, songeait à faire de l'émir Abdelkader le vice-empereur, ce qui aurait été la réalisation de ce qui est écrit dans cette lettre, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire en sorte qu'Abdelkader devienne ce vice-empereur, de faire en sorte que ces deux peuples réussissent véritablement à vivre ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé?
Les conditions de la conquête de l'Algérie ont été quand même extrêmement dures. Les hommes étant ce qu'ils sont, et l'idée de conquête, l'idée de victoire, l'idée de colonisation ensuite qui a pris corps sous Louis-Philippe et sous le Second Empire, qui a été amplifiée, magnifiée en quelque sorte par la Troisième République, a fait que l'Algérie est devenue non pas une colonie, non pas un protectorat comme l'aurait imaginé Napoléon III, mais un département français. Et donc c'était le prolongement de la France de l'autre côté de la Méditerranée. Toute la difficulté de notre relation avec l'Algérie est dans cette conception initiale. Et aujourd'hui, justement, d'ailleurs, vous le rappelez dans L'énigme algérienne, qui est un ouvrage que vous avez écrit à votre retour d'Algérie en 2020-2021, qui est édité au Seuil. Vous rappelez, notamment, vous reprenez le propos d'un ministre algérien qui dit la chose suivante: « Nous, les Algériens, vous connaissons bien mieux que vous ne nous connaissez. » Est-ce que c'est pas là le principal problème des relations franco-algériennes? Non, mais oui et non, mais cette phrase est parfaitement paradoxale, parce que c'est nous qui avons colonisé l'Algérie, donc c'est nous, Français, qui devrions connaître parfaitement ce pays qui est encore une fois un département. Le paradoxe, c'est que aujourd'hui il n'y a plus de Français en Algérie. Ce qui s'est passé après la guerre et le retour des Pieds Noirs en 62 fait qu'il n'y a plus de Français en Algérie, ou très peu, quand des Franco-Algériens, des Algériens qui sont devenus Français en acquérant la nationalité française, mais il n'y a plus de Français à part quelques religieux. Et donc les Algériens finalement nous connaissent beaucoup mieux, parce que eux, ils ont 5, 6, 7 millions d'Algériens, de Franco-Algériens en France. Et donc ils, comme je l'écris dans ce livre, ils anticipent notre raisonnement, ils déchiffrent nos pensées, ils devinent ce que nous allons faire, parce qu'ils connaissent parfaitement nos comportements. Et justement, alors, dans cette lettre d'Abdelkader, il y a cette phrase qui est quand même assez terrible, qui est une sorte d'avertissement, puisqu'il rappelle que si l'on continue comme ça, effectivement, on risque de créer un sentiment de haine. Le mot est très fort quand même vis-à-vis donc des Français. Et puis, pour en revenir à aujourd'hui, les relations contemporaines entre la France et l'Algérie, il y a plein d'exemples quand même assez inquiétants qui perdurent et qui sont une sorte de réponse à cette vision d'Abdelkader. Là, récemment, Tebboune, donc le président algérien actuel, a remis dans l'hymne national algérien un couplet anti-français très très violent. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, c'est très compliqué d'avoir des rapports, ne serait-ce qu'au niveau économique, avec l'Algérie, notamment sur le gaz. Donc on voit que effectivement, dès le départ, il y a quelque chose d'un peu vicié qui se retrouve en permanence dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Quelles seraient les solutions en fait pour essayer d'arrêter ce rapport conflictuel perpétuel? Mais en fait, c'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a cette relation conflictuelle, parce que cette relation amour-haine, elle existe depuis 1962. Du côté français, je crois qu'on a purgé en quelque sorte, entre guillemets, l'époque de la colonisation, mais du côté algérien, on ne l'a pas fait. Donc il y a une relation qui est en permanence haussière et baissière, un peu comme le CAC 40. Il y a eu des périodes haussières et des périodes baissières. Et moi, il se trouve que j'ai été, dans mes 2 mandats en Algérie, dans des périodes baissières, des périodes difficiles. Donc les relations, oui, je dis pas qu'elles sont vouées à être conflictuelles, mais tant qu'on n'a pas purgé cette histoire de la colonisation, du côté algérien en tout cas, il y aura toujours ce regard sur la France qui n'est pas celui que portait l'émir Abdelkader. Tout à fait. Vous dites que vous étiez dans 2 périodes baissières, 2008-2012, donc à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, puis 2017-2020 avec la chute de Bouteflika. Avec la chute de Bouteflika. Quelles sont les différences majeures entre ces 2 périodes, et quels sont peut-être les rendez-vous ratés d'ailleurs, notamment dans la première? Alors le rendez-vous raté, le grand rendez-vous raté avec l'Algérie, c'est sous Jacques Chirac. Parce qu'en réalité, Chirac et Bouteflika étaient de la même génération. Chirac aimait l'Algérie, il avait combattu en Algérie, au point qu'il avait failli renoncer à entrer à l'ENA
pour s'engager dans l'armée et rester en Algérie. Et Bouteflika était aussi de sa génération, un ancien combattant, et ils avaient tous les deux une relation personnelle très, très forte. Chirac est allé 3 fois en Algérie. Il y a eu le projet sous Jacques Chirac de traité d'amitié entre la France et l'Algérie qui aurait été comme ce qu'on avait fait avec l'Allemagne en 1963. Donc un traité d'amitié franco-algérien aurait pu remettre les choses à plat. Donc c'était vraiment une occasion manquée. Alors la différence entre mon premier et mon deuxième mandat, il y a 2 différences. La première différence, c'est que dans mon premier mandat, Bouteflika était président de la République en grande forme et gérait son pays, tenait son pays d'une main de fer. Dans mon deuxième mandat, il était malade, il avait eu ses AVC, il ne parlait plus et je ne l'ai quasiment jamais vu pendant mon Qui dirigeait à ce moment-là? Grande question. C'est l'énigme de l'Algérie, l'énigme algérienne. Qui dirige le pays? C'est l'armée, ce sont les services de renseignement. Il y a une espèce de ce que les Algériens appellent le système, c'est-à-dire, il parle pas du gouvernement, il parle pas du Premier ministre, il parle à peine du président, il parle du système qui est un mode de gouvernement entre le président ou son frère, à l'époque quand Bouteflika était malade, son frère, l'armée, le chef d'état-major de l'armée, et les services de renseignement. Il y a un jeu à 3 qui constituait le système de gouvernement algérien. Ça, on est sous Bouteflika, je comprends bien. Aujourd'hui, on est sous Tebboune. Est-ce que quelque chose a bougé? Et si oui, quoi? On dirait que c'est pas tout à fait la même personnalité quand même. C'est pas la même personnalité. Il n'y a pas l'espèce de légitimité de Bouteflika qu'il avait. Et puis les services de renseignement ont été un petit peu affaiblis par Bouteflika, qui avait joué d'abord le service de renseignement contre l'armée pour mettre l'armée au pas, et ensuite qui s'est appuyé sur l'armée pour affaiblir les services de renseignement. Et donc aujourd'hui, c'est plus l'armée nationale populaire algérienne qui est la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tebboune est plus sous la coupe de l'armée que Bouteflika ne l'était. Oui. Et d'ailleurs, dans son interview au Monde il y a 2 ans, le président de la République, à l'automne 2021, il avait réuni plusieurs jeunes Algériens ou franco-algériens, et il avait eu des mots très durs sur Tebboune. Il avait parlé du système politico-militaire algérien, et non pas du président de la République. Il avait dit « J'aime bien Tebboune, il est sympathique, mais il est pris par un système. » Donc, puis la rente mémorielle. Et la rente mémorielle. La fameuse rente mémorielle. Voilà. Oui. Donc, le président de la République comprenait ce qui se passait en Algérie, quoi, et comprend que le système politico-militaire est plus fort que le président de la République. Lors de votre deuxième mandat, 2017-2020, donc Bouteflika était encore au pouvoir, mais était très affaibli, c'était le frère et d'autres qui dirigeaient, ou plus ou moins dirigeaient. Quelles étaient les relations, par exemple, avec la Russie? Est-ce qu'on sentait venir ce qu'aujourd'hui il se passe? Évidemment, depuis qu'il y a le début de la guerre russo-ukrainienne, on voit bien le tropisme russe en Algérie qui revient. Historiquement, on sait très bien que l'Algérie a toujours été très proche de l'Union soviétique, du temps de l'Union soviétique. Il y a eu un moment de creux peut-être dans les années 90 après la chute de l'Union. Mais comment est-ce qu'on voyait déjà un retour d'influence russe déjà entre 2017 et 2020 et de quelle manière cela pouvait se traduire? Mais en fait, l'influence russe et les liens avec la Russie existent depuis non pas 1962 mais 1954, parce que à l'époque de la guerre froide, l'URSS de l'époque soutenait le FLN, soutenait les combattants algériens contre la France. Et les Algériens reconnaissent beaucoup aujourd'hui que la Russie, comme la Chine aussi, ont été leurs premiers alliés. Donc cette relation avec l'URSS puis la Russie, elle était déjà très forte au cours de mon premier mandat. Elle est très forte aujourd'hui, et le voyage récent de Tebboune à Saint-Pétersbourg et Moscou ne fait que illustrer cette continuité. Et quels sont exactement comment analysez-vous du moins la politique étrangère de Tebboune vis-à-vis de la France aujourd'hui, on voit bien ce voyage que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a une volonté
réelle d'affaiblir Paris. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais l'Algérie est attachée à sa souveraineté. L'Algérie est attachée à une relation extrêmement équilibrée avec la France, équilibrée dans le sens de l'établissement d'un rapport de force. Et puis l'Algérie tient compte de son voisin marocain. Donc si le Maroc est bien en cours auprès de Paris, l'Algérie sera vindicative et critique vis-à-vis de Paris. Si, comme c'est le cas aujourd'hui, le Maroc n'a pas de relation avec la France ou pas de bonne relation avec la France, l'Algérie fait des grands câlins, essayait de faire des grands câlins. Mais c'est tout le paradoxe, c'est que là on arrive à un l'année moment... dernière quand le président de la République est allé 3 jours à Alger. Certes, mais... Et puis après... Je vous dis encore une fois, ce sont des relations haussières et baissières, et après, il y a eu différents épisodes qui ont ramené la relation à une période de baisse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le bilan du voyage du président de la République l'an dernier est complètement écarté. Donc là, vous me donnez, enfin, c'est une parenthèse que je voudrais aborder. On arrive à un moment quand même assez rare dans l'histoire de la France et de ses amis du Maghreb, c'est que là, on arrive à un moment incroyable où on ne s'entend ni avec l'Algérie, très peu, et donc pas du tout, comme vous l'avez dit, avec le Maroc, puisqu'aujourd'hui encore, on attend que l'ambassadeur du Maroc en France revienne depuis l'affaire Pegasus. Oui. Comment expliquez-vous cette situation et quelle en est la cause selon vous ? Alors, vous avez cité l'affaire Pegasus, mais il n'y a pas que ça. Je crois que, moi, je l'analyse de la manière suivante. Le président de la République a fait ce que j'appelle un pari algérien. Il a parié sur une bonne relation apaisée, amicale avec l'Algérie, pour des raisons que j'ignore, sans doute parce que lui-même n'avait pas fait la guerre, contrairement à Chirac, par exemple, et parce que je pense qu'il se disait qu'il réussirait avec l'Algérie ce que ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'avaient réussi, c'est-à-dire à pacifier les relations. Et je pense qu'il comptait sur sa jeunesse, son charme auprès des dirigeants algériens. Il est venu en visite officielle à Alger en décembre 2017, donc lorsque j'étais ambassadeur. Et effectivement, il était l'Emmanuel Macron qu'on avait vu pendant sa campagne électorale, très entreprenant, très actif, très dynamique. Mais il a en face de lui des gens qui sont totalement imperméables à cette jeunesse, à ce dynamisme et à ce charme. Et donc, il a fait un pari avec l'Algérie. L'Algérie, les Algériens, les autorités algériennes ont regardé ce jeune président d'un peu haut, en se demandant pourquoi est-ce qu'il venait leur faire la leçon sur le Sahel, sur le Maroc, sur leur mode de gouvernance. Et on est repassé dans une période compliquée à nouveau. Donc on a perdu notre pari vis-à-vis de l'Algérie, et le Maroc s'est cabré parce que le président de la République misait sur l'Algérie. Donc nous en sommes aujourd'hui à ce point mort avec les deux pays. Je vous ai compris. Je sais quoi que vous avez voulu faire, quoi que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Manifestement, donc Emmanuel Macron pense que le général de Gaulle et ses successeurs n'avaient pas compris grand-chose, mais lui non plus n'a l'air de pas comprendre grand-chose non plus. En tout cas, il n'avait pas perçu, ce que vous venez de dire à l'instant, l'histoire en fait. Quand on a affaire à des gens qui ont fait la guerre ou qui ont été proches du FLN, on a affaire à un bloc d'histoire. Est-ce que c'est pas justement un problème majeur d'avoir un président qui finalement n'a guère vécu en diplomatie ? Là, on aborde un autre sujet beaucoup plus général. Je crois que ça a des avantages et des inconvénients d'avoir un président jeune qui n'est pas encombré, embarrassé par les fatalités de l'histoire. Ça a aussi un inconvénient qui est le fait que dans beaucoup de pays, nous avons en face de nous comme interlocuteurs des septuas, des octogénaires, et donc il y a un décalage de génération, parfois une incompréhension. Je revois la scène où le président de la République à Alger montrait les cartes du Sahel au général Gaïd Salah,
82 ans et il lui montrait où il fallait intervenir. Le général Gaïd Salah se disait mais de quel droit ce jeune président veut m'apprendre mon métier? Oui, c'est quelque chose qui a été repris dans un des ouvrages de Chesneau et Malbruno. Je crois que Sarkozy, dans son bouquin, aussi fait référence à quelques anicroches entre Macron et donc les généraux et les politiques algériens. Mais précisément, vous avez été aussi administrateur. Enfin, vous avez travaillé dans la gestion aussi du Quai d'Orsay. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de relationnel entre l'Élysée et le Quai d'Orsay aujourd'hui qui fait que les choses ont du mal à avancer aussi, et notamment sur ce cas algérien? Oui, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Il y a ce qu'on appelle le domaine réservé du temps du général de Gaulle, qui d'ailleurs, par la Constitution, le président de la République est le chef de la diplomatie. Donc ça, ce n'est pas nouveau, mais ça a été accentué au fil des années, et notamment sous François Mitterrand, sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron. Il y a l'idée que les diplomates sont des bureaucrates, si je peux dire, qui ne comprennent pas toujours le sens politique dans lequel l'Élysée veut aller. Mais je crois que ce qu'on oublie, c'est que pour connaître pour établir une relation avec un pays, il faut connaître les interlocuteurs que l'on a. Et les interlocuteurs, les dirigeants des pays, on ne les connaît pas simplement avec un coup de téléphone ou avec un tweet ou avec un SMS ou avec une simple rencontre une fois ou 2 fois par an. On les connaît en sentant, en humant, en comprenant l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est important pour un diplomate de vivre en Algérie ou en Inde, vous parliez de Maurice Gourdeau-Montagne, de connaître justement l'environnement dans lequel nos interlocuteurs vivent. Vous parliez de Jacques Chirac tout à l'heure, on a le rendez-vous raté. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait une forme d'instinct, précisément. Il savait humer un petit peu les choses. En tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait. Vous avez connu 2 présidents. Est-ce que quand on est ambassadeur, au même endroit, pas au même moment, bien sûr, donc chaque fois l'histoire change, mais quand même, est-ce que la personnalité du président joue ensuite dans vos propres relations diplomatiques? Oui. Et dans quelle mesure et quelle différence entre ces 2 présidents? Oui, ça compte énormément. Sarkozy, je crois, méprisait beaucoup les diplomates. Moi, je ne l'ai pas vu en 5 ans de mandat en Algérie. Il est venu avant mon arrivée à Alger, et après, je ne l'ai pas revu. Il y a eu toute une série d'incidents durant la période pendant laquelle j'étais à Alger, sous Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, en tout cas au début de son premier mandat, veillait et faisait attention à prendre en compte ce qu'écrivaient ses ambassadeurs. Pendant le Hirak et cette période qui a abouti à la chute de Bouteflika, le président de la République m'a téléphoné à Alger pendant à peu près une demi-heure. Et nous avons eu un entretien parce que il savait que j'étais un relativement bon connaisseur de l'Algérie. Et ce qu'il attendait, c'était que je puisse répondre à certaines de ses questions et de ses interrogations et éventuellement donner quelques conseils, si je peux dire, ou quelques pistes de réflexion. Donc la relation que j'ai eue pendant mon 2e mandat avec l'Élysée était beaucoup plus forte que sous Nicolas Sarkozy. Petite question entre parenthèses, vous m'y faites penser justement en voyant que vous aviez une relation réelle avec le président. Que pensez-vous de sa prise de position par rapport à l'ambassadeur de France au Niger aujourd'hui? Je sais que au Quai d'Orsay, ça grogne un peu. Comment vous pensez cette situation? Notre position vis-à-vis du Niger aujourd'hui, je pense que le risque, c'est d'être pris à notre propre piège, en quelque sorte. On maintient notre ambassadeur au Niger, mais combien de temps va-t-on le maintenir? Est-ce qu'il va être dans une citadelle assiégée par les Nigériens? Rappelez-vous, dans les années 80, il y avait eu des problèmes analogues avec l'Iran. Il y avait un chargé d'affaires français à Téhéran, et puis à Paris, il y avait le fameux Gorgi qui était assiégé dans son ambassade. Ça a duré 5 mois, 6 mois, mais au bout de 6 mois, il a fallu négocier. Donc là, on finira forcément par discuter avec les Nigériens. Après, c'est vrai que la différence, c'est que là, il y a un président qui ne lâche pas, qui a décidé, dans Bazoum, donc a décidé de ne pas donner le pouvoir officiellement à Junte, aux putschistes en tout cas. Donc on peut comprendre cette volonté de légitimiste en fait.
Oui, mais ça a été le cas au Mali, ça a été le cas au Burkina Faso, et ce sera peut-être le cas demain ailleurs, et c'est au Gabon. Donc, obligatoirement, nous serons amenés à discuter avec le nouveau pouvoir. On revient sur l'Algérie, on revient aussi sur Emmanuel Macron et ses méthodes. Récemment en Chine, alors que de manière de faire, notamment avec la Chine, où la culture est un moyen diplomatique important, et notamment la culture mémorielle. Rendre des objets qui appartenaient au palais d'été, qui avaient été détruits et pillés un siècle et demi avant, fait partie des choses qui en fait sont très importantes pour la Chine. En tout cas, la Chine est très sensible à ce genre de choses. Et vu de l'extérieur, bon, ça paraît un petit peu farfelu, ou en tout cas pas très important. Pourtant, ça l'est. Pour l'Algérie, le mémorial aussi est très important. Je fais bien sûr référence au travail de Benjamin Stora, qui tente depuis des années d'écrire une histoire commune et un peu pas consensuelle, mais qui permettrait de retrouver un chemin commun justement avec les Algériens. Les Algériens refusent en fait de leur côté de faire ce travail. Les historiens algériens refusent de faire de ce côté ce travail-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui réellement? Quelles sont les possibilités pour tenter de trouver enfin un chemin non conflictuel? Qu'est-ce que vous, pendant toutes ces années passées en Algérie, vous avez perçu possible, qu'on n'a peut-être pas encore essayé, que vous n'avez pas eu vous-même l'occasion de faire aux personnes qui ont le pouvoir derrière? Qu'est-ce que vous avez pensé et perçu comme outil possible pour une avancée vers un destin commun? Il y a deux sujets importants dans la relation avec l'Algérie, c'est les visas, la mémoire, le mémoriel. Nous avons fait beaucoup dans le domaine mémoriel, et notamment le président de la République actuel, la réhabilitation de Maurice Audin, la réhabilitation d'Ali Boumengel, la restitution de crânes et de ossements de combattants algériens, le rapport de Benjamin Stora, etc. Mais du côté algérien, le problème, c'est qu'il y a une certaine instrumentalisation de cette mémoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits par ce que nous avons fait du côté français, et ils demandent toujours davantage. Donc ils demandent la repentance. Et du côté français, nous ne sommes pas prêts à la repentance. Nous acceptons la reconnaissance de l'histoire, mais non pas la repentance. Alors je pense qu'il faudrait aussi que du côté algérien, il fasse un certain nombre de gestes. Et moi, j'avais des idées, j'en avais parlé au président de la République lorsqu'il est venu à Alger. Je pense par exemple que les Algériens pourraient dire que tous les pieds noirs, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés en Algérie avant 1962, pourraient venir en Algérie sans avoir besoin de visa. C'est une population âgée qui voudrait revoir les lieux de son enfance, revoir les tombes de la famille, faire un dernier voyage en Algérie, là où ils ont vécu. Une population qui n'aime pas aller dans le consulat de Montpellier, le consulat de Rouen, de Paris ou de Bordeaux. Et s'ils avaient, en arrivant en Algérie, sur leur passeport français, un tampon équivalent visa, tous les gens nés avant 62 devraient pouvoir aller en Algérie sans avoir besoin de visa. Ce serait un geste important du côté algérien. Difficile, mais important. Difficile, d'autant plus qu'à l'inverse, on est bloqué avec ce fameux accord franco-algérien du 27 décembre 68 sur les visas. Alors, on essaye de vouloir détricoter ça, et en même temps, on voudrait demander une ouverture, finalement, dans ce cas-là. Oui, mais la population dont je parle, les pieds noirs, c'est une population résiduelle qui va en diminuant. Pour conclure, Xavier Driancourt, je voudrais juste faire une dernière remarque. Est-ce que la tension qu'il y a en France avec l'islam, et notamment, on l'a bien vu encore avec la baya, est-ce que ce genre de discussion perpétuelle, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir, ne dessert pas aussi définitivement une capacité de réconciliation avec l'Algérie, qui effectivement est un pays musulman, qu'on le veuille ou non? Oui et non, mais je dirais non, parce qu'il y a une certaine instrumentalisation de ces questions-là par l'Algérie. Donc, regardez ce qui s'est passé du reste pendant les émeutes du mois de juin. Le communiqué du gouvernement algérien intimant à la France de respecter la population d'origine algérienne. Enfin, si pendant le Hirak et les manifestations qu'il y avait eu à Alger en 2019 et 2020, moi, où le gouvernement français, nous avions fait un communiqué intimant au gouvernement algérien
de faire attention aux ressortissants français, j'aurais été immédiatement expulsé d'Algérie. Donc je pense qu'il faut faire attention à l'instrumentalisation par l'Algérie de ces questions à la fois algériennes et puis religieuses. Vous, personnellement, Xavier Driancourt, cette aventure algérienne, ça a dû être quelque chose quand même de très 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 fort. Vous dites dans votre ouvrage, vous rappelez aussi vous avez rappelé dans d'autres circonstances que quand on est un ambassadeur quelque part, on peut être un mauvais ambassadeur si la personnalité ne correspond pas. Oui, je crois que c'est au pays dans lequel on est. Qu'est-ce qui fait que ça vous correspondait, l'Algérie, parce que quand même vous y êtes allé 2 fois. Oui, mais ça a été le poste le plus difficile, évidemment, mais le plus passionnant de ma carrière. Pour un diplomate, c'est un poste absolument passionnant parce que c'est de la diplomatie difficile et c'est de la politique intérieure française. Donc vous jouez sur les 2 tableaux. Si vous êtes ambassadeur à Washington ou même à Pékin, c'est uniquement de la diplomatie importante, mais ce n'est que de la diplomatie. L'Algérie, c'est de la diplomatie et de la politique intérieure française. Donc vous êtes en permanence sur les 2 tableaux et vous devez toujours faire attention aux 2 côtés de la Méditerranée. Xavier Driancourt, pour conclure, vraiment. يعني كما شفتوا الاخوان فيديو قوي وقوي جدا، يعني فيه كميه معلومات، وكاين الناس اللي ممكن انهم يتاكدوا من شي حوايج. الاسئله اللي عندي جوج بغيتكم تجاوبوني في التعاليق. السؤال الاول، علاش بالضبط هذا السفير خرج كيقول هذا الشيء هو على التقاعد؟ السؤال الثاني، واش مازال عندك الشك بان فرنسا هي اللي كتحكم في الجزائر؟ هاد جوج اسئله بغيتكم تفاعلوا معايا في التعاليق. وبطبيعه الحال شكرا بزاف الناس اللي بقاو معنا حتى الاخير، وخصوصا الناس اللي داروا لايك مثلا الفيديو. حاول تفاعل معايا في هذا الفيديو، ولا عجبك هذا الكونسيبت اكتب لي نكملوا في هذه الانواع باش نزيدوا نوروا الراي العام، وكذلك نزيدوا ناكدوا بعض الامور وكنوثقوا شهادات للتاريخ للتوثيق. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.